Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer sur la Gold Cup, spécial Gold Cup. On l'aime, nous, cette Gold Cup. Et comme d'habitude, Adi Raphaël ici qui s'occupera de l'animation et il est rejoint par les deux rédacteurs en chef de Culture Soccer. En premier, Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, ça va super bien. Et après, Antoine Latran. Salut Antoine. Salut, salut, et félicitations pour vous être levé si tôt au Québec. Oui, on s'est levé si tôt. C'est juste pour te faire plaisir, mon cher Antoine. Pour tes beaux yeux, c'est juste pour ça. Ouais, pour les Québécois, là, il est présentement 4 heures du matin. Donc, non. Non, mais quand même, 7h30, c'est non. quand même pas mal de se lever pour parler de match de la Gold Cup. En tout cas, on est excité de vous donner ces podcasts quotidiens-là parce que je trouve que c'est intéressant d'être toujours à l'affût de ce qui se passe dans notre région. Et voilà, exactement. Nous, on adore faire ça et on espère que vous aimez autant que nous. Donc, on va revenir, comme on fait d'habitude, sur les matchs de la veille. Donc, les matchs de la veille, c'était en premier. On va commencer par le match qui était un peu sans enjeu, en fait, un peu beaucoup sans enjeu. Et c'était le match entre Trinité et Tobago et la Guyana. Et le score final était de 1-1 avec un extraordinaire but, moi, je trouve, de la Guyana avec Neil Danz qui a marqué tout un but en pleine lucarne. Donc, c'est ça. En premier, j'aimerais avoir ton avis. Anthony, t'as pensé quoi de ce match-là? Ouais, vraiment, là, la première mi-temps, il semblait vraiment avoir un peu moins d'occasions. Mais dès que la Guyana a fait rentrer l'ultime joueur, là, Callum Marriott, que j'avais vraiment apprécié lors du premier match de la Guyana, eh bien, ça a vraiment ça a élevé le jeu d'un cran de la Guyana, qui a d'ailleurs marqué quelques minutes plus tard pour prendre les devants avec le magnifique but, comme tu dis, de Neil Danz. Mais vraiment, avec la Guyana aussi, j'étais content de voir un gardien canadien, Killian Roberts. C'était vraiment... C'était apprécié. J'ai vraiment aimé que le sélectionneur lui donne sa chance parce que Clark, depuis le début du tournoi, faisait vraiment un excellent boulot. Je sais que tu en parlais sur Twitter, Adi, là, et je crois qu'on est unanime là-dessus chez Culture Soccer. Là, Clark, avec la sélection qu'il a, il fait l'une des meilleures performances dans cette Gold Cup. C'est vraiment étincelant. Et voir Roberts pour le troisième match, c'est vraiment pas de la faute de Clark, c'est vraiment pour laisser sa chance et le faire jouer. Et vraiment, là, cette Guyana là, a fait une excellente Gold Cup selon moi. Pour Trinité, on pourrait penser qu'un 1-1, c'est décevant, mais je crois là que c'est un peu à l'image d'un tournoi, un peu mitigé. L'entraîneur, le sélectionneur n'a pas mis les meilleurs joueurs également. Par exemple, un Alvin Jones n'était pas là. Island, malheureusement, était blessé. Finalement, il n'a pas titularisé Aksha. C'est Michael Williams qui a pris le poste en tant que latéral gauche. Donc, c'est quelques changements pour faire tourner. Mais vraiment, là, c'était un bon match quand même. Les deux équipes semblaient tourner vers l'offensive. Et vraiment, là, c'est le genre de match qu'on aime à la Gold Cup. Exactement. Je trouve que ça a aussi été un match intéressant. Par contre, je trouve que tu es un peu trop gentil par rapport à Trinité et Tobago. Moi, je trouve que c'est une Gold Cup complètement ratée. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine, par rapport à ce match-là et bien évidemment aux deux équipes. Ouais, déjà, la Guyana, ils ont proposé un jeu qui n'était pas trop mauvais, comme l'a dit Anthony, en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'est probablement l'un des pires matchs de la Gold Cup, ça n'a rien passé. C'est vraiment pas terrible et Trinidad et Tobago n'a pas été très dangereux. Un but de Kevin Molino d'ailleurs pour Trinidad et Tobago aussi, donc à noter un petit MLSR qui met un but, mais c'est le premier point de l'histoire de la Guyane dans l'histoire de la Gold Cup, donc c'est vraiment cool de voir la Guyana qui met un premier point. On parlait de Curaçao hier qui se qualifiait, et puis les Bermudes qui avaient réussi à faire aussi leur première victoire
il y a 2 jours en Gold Cup. Donc, c'est bien de voir ces petites nations qui emmagasinent un peu l'expérience. Mais le match était vraiment pas terrible. Sur Kylian Roberts, le gardien de la Guyana, comme tu disais, Anthony, il a sauvé pas mal de fois son équipe. Mais par contre, sur le but, je trouve qu'il se trouve complètement. Il attend 3 heures avant de sortir devant Molino et c'est un but qui aurait vraiment pu être évité pour la Guyana. Donc, c'est dommage qu'il se trouve juste cette action. Mais voilà, le Trinidad et Tobago, en effet, c'est très décevant. Vraiment très décevant par rapport à leur équipe. Ils ont fait un parcours de Gold Cup assez mauvais. Et hier, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Donc, ouais, une grosse déception pour cette équipe de Trinité et Tobago. Et Guyana, félicitations pour leur premier point. On espère les voir un petit peu en Nations League faire de bons résultats. Exactement. Moi aussi, j'espère qu'ils vont se reprendre. Après, selon moi, il y a beaucoup de. Comme l'a dit Anthony, je regarde pas juste ce match-là, mais je regarde beaucoup des matchs de Trinité et Tobago avant les 2 premiers matchs en fait de la phase de groupe. Et je trouve, est-ce que le sélectionneur n'est pas fautif là-dessus avec les mauvaises prestations de Trinité et Tobago? On s'entend par exemple des joueurs comme Jovin Jones qui a jamais été titulaire sur les 3 matchs. Même au niveau du gardien, Ranjit Singh, que notre cher Anthony adore et a pas disputé de minutes. En tout cas, je sais pas, durant le dernier match, on trouvait un peu bizarre, par exemple, que Kevin Molino passe ce match-là, mais le match d'avant, Kevin Molino était même pas titulaire. Est-ce que, selon vous, commençons par Antoine, est-ce que tu penses qu'il y a un petit côté fautif de la part du sélectionneur de ne pas avoir peut-être bien profité de son effectif? Mais je vais t'avouer que je connais pas forcément tous les joueurs de Trinidad et Tobago, donc c'est assez compliqué de savoir lesquels sont meilleurs que les autres. Mais par exemple, je regarde Jovin Jones, qui est pas un manche quand même et qui n'a pas joué titulaire. À chaque fois, il est rentré en cours de match, alors que c'est un ailier qui peut te donner justement de la profondeur et de la vitesse, comme contre la Guyana, qui est pas une nation énorme. Mais ce que je disais là hier, le but de Moino, en fait, c'était le premier but de l'année 2019 pour Trinidad et Tobago, qui est resté sur 5 matchs en 2019 sans aucun but. Voilà. Donc, clairement, oui, il y a des problèmes d'animation offensive. Non. Exactement. Et toi, Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le sélectionneur est fautif? C'est sûr que quand je vois des bons joueurs comme Molino pas débuter toutes les rencontres et jouer un Kevin George que j'adore, tout de même, qui joue en USL, qui fait pas le meilleur tournoi selon moi, je vois des choses qui clochent là. Voir un Leston Paul qui débute, qui a de la misère à accumuler les minutes en USL et voir un Jovin Jones, pardon, qui n'a pas débuté une rencontre, ça me laisse perplexe. Oui, ce n'est pas les mêmes positions, mais tout de même, là, je sais pas, j'ai l'impression que les Trinidad, là, pour ce dernier match, auraient pu mettre tout de même un peu un meilleur effectif pour au moins partir de la Gold Cup avec les 3 points et se remettre en confiance en vue de la Nations League qui approche vite, là. Exactement, exactement. Et puis, juste par rapport à l'adversaire du soir, donc la Guyana, j'aimerais juste mentionner quelque chose à nos amis, les fans de la CAN-PL. Je pense, si je me trompe pas, que c'est le premier match international où on voit 2 joueurs de la CAN-PL disputer un match international. Je pense que c'est la première fois de l'histoire de la CAN-PL, ce qui est quand même très intéressant. On a parlé de Kylian Roberts, qui est le gardien de Forge FC, qui a été très bon à 24 ans. Bon, il a fait une erreur sur le but, une erreur d'appréciation, je suis d'accord avec Antoine. Mais aussi, il y a Emery Walshman qui a été titulaire les 2 premiers matchs. Et ce match-là, il est venu du banc. Donc, on a eu 2 joueurs de la CAN-PL en même temps sur le terrain. Je trouve que c'est encourageant pour la sélection et en tout cas, je voulais juste le souligner comme quoi la CAN-PL commence dès sa première année à donner des internationaux. Mais revenons à nos moutons. La Guyana, finalement, bon, oui, ça a fini a fini cette Gold Cup avec 1 point, 3 buts marqués, 9 buts encaissés. Bon, c'est pas extraordinaire, mais n'empêche, personne ne s'attendait à ce que la Guyana puisse montrer un niveau, même s'il n'est pas extraordinaire, mais ils ne se sont pas fait non plus déclasser. Ils méritaient quand même leur qualification, puis ils ont montré qu'ils ont du talent pour une petite île comme ça. Anthony, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'ils peuvent partir, ils peuvent sortir de cette Gold Cup la tête haute? Oui, exactement. Et leur premier point dans l'histoire de la Gold Cup, ça fait quand même un effectif qui est légèrement tourné.
Un joueur comme Jordan Dover de Pittsburgh, qui a débuté les 2 premières, ne débutait pas la rencontre. Comme tu l'as dit, Emery Welshman, on l'a dit un peu plus tôt, Colin Marriott, ou le gardien, on pourrait dire numéro 1, Akel Clark aussi n'a pas débuté, Matthew Briggs non plus. Donc, c'est vraiment des joueurs importants pour la Guyana qui n'ont pas forcément débuté la rencontre. Et on l'a vu en première mi-temps, c'était un petit peu plus difficile. Il y a eu quelques changements et à partir de ces changements-là, on a vu vraiment le potentiel de la Guyana. C'est la Guyana qu'on avait vu dans les 2 premiers matchs. Et vraiment, là, comme tu le dis, là, la Guyana peut vraiment sortir la tête haute. Et j'ai vraiment hâte de voir la Nations League parce que ils vont être dans la Ligue B, dans le groupe G, qui est avec la Jamaïque, Aruba et Antigua et Barbuda. Donc ça va être vraiment intéressant de voir j'ai l'impression que ça va être les favoris avec la Jamaïque. Et vraiment là, si la Jamaïque continue on pourrait dire ses performances mitigées, ça pourrait être vraiment une belle confrontation parce qu'on sait que la Jamaïque est surtout bonne face à des adversaires plus forts qu'elle et j'ai l'impression que la Guyana là vu qu'elle est un peu sous-estimée, elle pourrait faire quelques surprises dans cette Nations League. Exactement. Bon, bref, Antoine, t'as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, c'est vrai qu'ils ont fait une belle Gold Cup quand on y pense, parce que aussi mettre 2 buts au Panama, c'est pas quelque chose de facile. Donc voilà, respect à la Guyana, et puis comme au Curaçao, aux Bermudes, qu'ils ont fait vraiment des belles Gold Cup. Exactement. Bon, je trouve que même Curaçao et les Bermudes ont fait une meilleure Gold Cup que la Guyana, mais je veux dire que c'était pas, en tout cas, ils méritaient d'être là et ils ont montré un certain niveau qui fait en sorte que finalement c'est pas une arnaque de voir Guyana en Gold Cup, selon moi. Et puis c'était un groupe plus compliqué, je trouve, en tout cas le Curaçao par exemple, ou les Bermudes. Ouais, exactement. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, bref, finalement, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus par rapport à ce match-là, mais on va passer au suivant. Un match entre le Panama et les États-Unis pour la place de numéro 1 dans ce groupe-là. Donc, finalement, victoire 1-0 des États-Unis avec un but, une bicyclette de José Altidore qui fêtait sa première titularisation hier soir, pardon. Donc, toi, t'as pensé quoi, notre expert de l'équipe nationale américaine, Antoine Latran, t'as pensé quoi de ce match-là? Alors, il y a plein de trucs à dire sur ce match-là. Déjà, c'est peut-être la première fois qu'on voit un Gold Cup cette année, j'ai l'impression, mais Greg Berhalter, l'entraîneur américain, a changé ses 11 joueurs d'un match à l'autre. Il n'y en avait pas un qui avait joué, qui était titulaire en fait sur les 2 derniers matchs. Il a vraiment changé les 11 joueurs en expliquant que le Panama est une équipe très physique et donc il fallait éviter les blessures et que ça permettait aux autres de se reposer. Je comprends son point de vue. Je suis pas forcément d'accord avec le fait de changer 11 joueurs. Je trouve que c'est quand même assez dingue. Mais bon, Adi, c'est toi qui l'avais dit au dernier podcast. Il me semble que tu pensais qu'il allait faire tourner un peu. Il a fait tourner beaucoup. Donc il jouait vraiment avec... Oui, pardon, Antoine. Non, j'ai ri. Ouais, je crois que c'est un truc. Mais ouais, non, les États-Unis ont fait beaucoup tourner. Le seul qui est titulaire, en fait, dans ces 11 joueurs, c'est Altidore, mais il n'avait pas joué les 2 premiers matchs parce qu'il était un peu blessé. Et donc, c'est Jesse Dardes qui l'a remplacé avec succès. Mais un match un peu poussif. Mais les États-Unis ont contrôlé. Une défaite aurait été très, très surprenante parce que le Panama a eu quelques tirs cadrés, mais vraiment un seul tir dangereux que Sean Johnson a arrêté sans problème. C'était un tir dangereux, mais sur le gardien. Mais ça a révélé, en fait, c'était un bon moyen de savoir qui, dans l'équipe B, pouvait intégrer l'équipe 1. Et on en parlera peut-être un peu plus tard quand on parlera des prestations individuelles de certains joueurs. Mais clairement, il y en a qui ont marqué quelques points, mais il y en a qui en ont surtout perdu. Mais c'est une bonne chose de voir Altidore marquer. Il a été très remuant, probablement le meilleur joueur de l'équipe, oui d'ailleurs, sûrement le meilleur joueur de l'équipe lors de ce match. Et vraiment une prestation encourageante. Peut-être qu'il ne sera pas titulaire contre le Curaçao, puisque je ne sais pas s'il est encore vraiment prêt à jouer 90 minutes, mais il sera sûrement prêt pour jouer face aux demi-finales, donc peut-être le Canada, peut-être le Mexique, en finale contre le Canada au Mexique ou en demi-finale contre le Panama ou Jamaïque. D'accord, parfait. De ce que j'ai vu, moi, effectivement, les États-Unis ont peut-être dominé en termes de jeu, ainsi de suite. Bon, par contre, au niveau statistique, c'était pas trop ça. Juste 7 tirs des 2 côtés.
2 tirs cadrés pour les États-Unis, un seul du côté du Panama. Donc, bon, possession est 100% et 62% pour les États-Unis. En tout cas, mais par contre, moi, je trouve que dans ce match-là, c'est que je pense que les États-Unis n'ont vraiment pas peur des équipes qui se trouvent en quart de finale. Donc, je sens qu'il y avait un peu du manfoutisme sur le fait d'être premier ou second dans ce match-là. Donc, Berhalter a fait tourner. Il faut dire que c'est toujours important d'inclure tout le monde dans une compétition comme ça, de donner des minutes de jeu à tout le monde parce qu'on ne sait jamais quand on va avoir besoin de quelqu'un, mais au moins on peut lui donner un peu plus de confiance en lui donnant un match complet, une titularisation. Pour nos amis de l'Impact de Montréal, Daniel Lovitz a joué tout le match. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais bon, moi, j'ai pas vu le match malheureusement. J'étais au Stade Saputo et j'ai pas pu le voir ce matin non plus. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir que Berhalter est capable de donner des minutes de jeu à ces joueurs-là. Anthony, toi, t'as pensé quoi de ce match-là? Ben, vous dites que les États-Unis ont fait beaucoup de tournées, mais faut également dire que les hommes de Valdez, là, le Panama aussi, ont énormément fait de tournées aussi. Là. J'ai comparé les alignements avec les premiers matchs. Là, il y a environ la moitié, si ce n'est pas plus, de l'effectif du il y en a 9 par rapport au dernier match. Ouais, c'est ça. Il y a le gardien, il y a Brownie qui a pu débuter son premier match de la Gold Cup. Ah oui, je ne l'avais pas remarqué, mais tu as raison. Aussi pour nos amis de l'Impact. C'était lui qui était sur le couloir de Daniel Lovitz. Donc, j'aurais aimé voir ce duel. Mais c'est ça, vraiment, le Panama aussi est allé pour tourner. Et je crois que, comme vous avez dit, les deux nations, là, voulaient pas la victoire à tout prix, mais c'est sûr que je crois que les États-Unis ont un peu plus de profondeur que le Panama, et c'est peut-être ça qui a permis aux hommes de Greg Berhalter de l'emporter. Et pour parler juste des 2 joueurs de l'Impact, vu que vous les mentionnez, Brownie, c'est vraiment le meilleur joueur du Panama hier. Il a pas mal provoqué en 1 contre 1, il arrivait à passer pas mal de joueurs. On l'a vu par exemple passer justement en fait Daniel Lovitz. Parce que de l'autre côté, Lovitz c'était peut-être un des pires joueurs des États-Unis hier. C'est vraiment dommage parce que s'il y avait une place à prendre, c'était celle de Tim Rim sur le couloir gauche. Mais Lovitz a été pris pendant tout le match. Il n'a pas réussi à vraiment. En fait, quand il montait, il faisait pas le surnombre parce qu'il n'allait pas assez haut. Et quand il descendait, il se faisait prendre de vitesse par le Panama. Donc vraiment, enfin, Lovitz c'était vraiment un point faible de cette équipe des États-Unis. Par contre, Brownie a un très bon match avec le Panama. Parfait, c'est bien que tu nous donnes des nouvelles des joueurs de l'Impact. C'est quand même intéressant. Très franchement, moi et plusieurs des personnes à la twittosphère ont toujours trouvé un peu bizarre le fait de voir le Lovitz appelé en équipe nationale. Bon, finalement, tu nous montres qu'effectivement, il n'a pas été extraordinaire. Par contre, j'aimerais souligner quelque chose et je pense que c'est une première dans l'histoire de l'équipe nationale des États-Unis. Tu me corrigeras si j'ai tort, Antoine. En tout cas, si tu sais répondre, je ne sais pas si tu connaîtras la réponse. Mais dans ce match-là, c'est un match officiel. On a 10 joueurs de la MLS sur 11. Le seul joueur qui n'est pas de la MLS dans ce 11-là, c'était Matt Miazga, qui appartient à Chelsea. Est-ce que c'est une première? Bon, je pense que c'est une première pour les États-Unis. C'est quand même très encourageant pour la MLS, non, Antoine? Ouais, alors en compétition officielle, c'est peut-être une première. Après, je sais que souvent, l'équipe des États-Unis fait des camps d'entraînement en février avec que des joueurs MLS. Ouais. Et il y a quelques matchs amicaux à ces moments-là. Donc voilà, sûrement pas le premier en match amicaux, mais en tout cas en compétition officielle, c'est possible qu'il n'y ait jamais eu autant de joueurs MLS. C'est une bonne chose pour la MLS. Mais après, on parlait de Lovitz par exemple, et que vous étiez surpris de le voir en équipe nationale. Ça montre surtout qu'il y a un manque de profondeur dans cette équipe états-unienne. Que par exemple, le poste d'arrière gauche, tu vois, c'est Tim Rim qui est défenseur central de métier, puis Lovitz qui est pas forcément le meilleur joueur du monde. Et il y avait des personnes sur Twitter qui se disaient mais c'est qui en fait notre troisième arrière gauche, Jordan Harvey, le mec qui a 35 ans de LAFC. Enfin, il y a peu de solutions sur le côté gauche. Et d'ailleurs, il y a peut-être des chances qu'on voit Nick Lima à gauche au prochain match parce qu'il joue un peu à gauche avec San José parfois. Et du coup, on aurait Callan à droite. C'est une possibilité, mais c'est une belle chose en tout cas de voir autant de joueurs de MLS puisqu'en plus, il y a pas mal de jeunes. Mais comme j'ai dit, la plupart n'ont pas fait un énorme match. Le seul qui a vraiment marqué des points dans ce match-là, c'est Josie Altidore et Reggie Cannon aussi, au poste de latéral droit. Et les autres, c'était assez galère.
D'accord, parfait. Et toi, toi, Anthony, tu en penses quoi du fait de voir 10 joueurs de la MLS jouer pour cette équipe américaine? Ben, je trouve ça vraiment intéressant là, et ça montre que Berhalter est là aussi pour faire progresser justement la réputation de la MLS. Je suis sûr que ce soit en Gold Cup, en Nations League, pour la Coupe du Monde, peu importe, je suis sûr qu'il n'aurait pas hésité à faire ce genre de rotation parce que vraiment, on a vu que la MLS a également des joueurs de qualité. Et vraiment, là, les États-Unis n'ont pas déçu, je crois. Et c'est vraiment une bonne chose et ça permet à ces joueurs de progresser. Un Jonathan Lewis, là, c'est super jeune, plein d'espoir, un gros potentiel. Et, et pour lui, ça va être vraiment une bonne expérience de pouvoir effectuer cette Gold Cup. Même chose pour Mihailovic, là, le milieu de Chicago. Pour lui, là, ça doit être une expérience énorme. Et je suis sûr que ça va être positif pour les États-Unis à l'avenir. Parce qu'à la prochaine Gold Cup, quand ces joueurs vont avoir pris de l'âge, ils vont pas être dans l'inconnu, là. Exactement, et je suis très content que tu mentionnes Mihailovic. Moi, c'est un joueur qui m'impressionne beaucoup. Il a juste 20 ans, donc il faut quand même lui donner un peu de loose, comme on dit. Mais t'as pensé quoi de sa prestation, Antoine? Parce que Mihailovic, moi, c'est quelqu'un, je suis content de le voir avec l'équipe nationale des États-Unis assez jeune comme ça, même s'il n'est pas encore, on ne sent pas qu'il est encore à 100% mature, il n'a pas fini encore sa progression, mais il a une marge de progression quand même extra intéressante. Est-ce il a bien paru dans ce match-là? Je sais que tu as mentionné que tout le monde a été un peu moyen, mais j'aimerais juste que tu me donnes un peu ton impression de Mihailovic. Mihailovic, ça n'était pas vraiment terrible en fait. C'est un OK. peu dommage, mais le milieu de terrain a eu du mal, a eu beaucoup de mal. En première mi-temps, comme je disais, le match était assez lent. Et là, les États-Unis, le milieu de terrain des États-Unis était plutôt bon pour arrêter un petit peu les ballons d'attaque du Panama. Christian Roldan, notamment, a fait des bonnes actions défensives. Et puis en deuxième mi-temps, par contre, bien que les États-Unis aient marqué, c'est venu plutôt en fait d'Altidor et de Morris puis Pulisic après, mais Mihailovic a eu du mal à contenir la pression qu'il avait. Il y a un petit peu des mauvaises décisions, il y a des mauvaises passes, des mauvais touchés de balle en fait, et il a tiré quelques corners et coups francs qui n'étaient pas bien faits. Mais c'est dommage parce que je l'aime beaucoup aussi, mais je pense pas qu'il ait fait un excellent match. Et c'est ce genre de joueur, justement ça le problème avec cette équipe B des États-Unis, c'est qu'on pensait que si on les a joués contre le Panama, on allait peut-être voir quelques talents qui pouvaient dire, tu vois, imagine on est en demi contre, je sais pas moi, la Jamaïque, et on perd 1-0, bah, quel talent on pourrait le lancer pour faire la différence? Bah, en fait, ce match n'a pas révélé beaucoup de talent pour faire cette différence, justement. Mihailovic et Roldan étaient vraiment décevants en deuxième mi-temps, et pourtant, j'aime beaucoup les deux. Will Trapp, c'est pareil. Défensivement, ça allait, comme j'ai dit en première mi-temps, mais offensivement, en deuxième mi-temps, il a tenté 2 ou 3 transversales que Michael Bradley fait parfois, mais qui n'ont pas du tout réussi. Jonathan Lewis, ça a été, j'ai trouvé, comme Jordan Morris, mais en fait, comme Reggie Cannon et Daniel Lovitz montaient un petit peu haut, les deux étaient plus comme des soutiens d'Altidor que des purs ailiers. Donc c'était un schéma un peu différent. Et bon, après, ils sont tous les deux sortis vers l'ordre de jeu. Mais Lewis et Morris ont été parmi les moins décevants. Et donc voilà, mais en tout cas, Mihailovic et Roldan, un match très moyen. Même si Mihailovic a commencé en 8, puis après ils sont passés un peu en 10, parce que Roldan et Trapp jouent ensemble, et donc c'est une fois qu'ils ont marqué le but. Donc je pense que dans le futur, si les États-Unis marquent et gagnent 1-0, disons, ou 2-0, il y a moyen qu'on revoie ce changement tactique aussi, puis que ça passe de un milieu défensif à 2. Donc voilà, mais globalement, pas une superbe performance. D'accord, parfait, parfait. Donc, moi, je n'ai plus d'autres questions pour vous par rapport à ce match-là. Je ne sais pas si, Anthony, tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense vraiment que ça sert à rien de s'attarder vraiment sur cette rencontre puisque vraiment c'est pas le 11 partant des États-Unis, c'est pas le 11 partant du Panama. Je crois que si les équipes, si les deux nations se retrouvent là en demi, je pense que ça va être un match totalement différent. Et que ce soit du côté du Panama ou des États-Unis, je crois que ça sera pas la même formation. Et je pense qu'à ce moment, on va pouvoir discuter davantage si jamais ça l'arrive, parce que ça veut pas dire que les États-Unis vont passer face au Curaçao ou Panama face à la Jamaïque. Mais d'ailleurs, si vous voulez, on pourrait peut-être parler un peu de ces quarts.
Ouais, je sais pas si vous voulez faire ça dans un épisode tout seul ou on en parle tout de suite des 4 quarts de finale. On peut en parler maintenant, pas si, je sais pas. Ah, ben, on commence tout de suite. Ben, on va commencer Allez, par ces quarts de finale. Et donc, on fera le preview au complet de ces quarts de finale à ce moment-là. Donc, on va commencer par le premier match. Ben, on va aller par heure. Donc, le premier match, c'est entre Haïti et Canada. Quelle coïncidence. Et c'est ça. Donc, en premier, bon, moi, on sait très bien que le favori, ça reste le Canada. Par contre, de ce qu'on a vu de cette Gold Cup, ça va être un match très serré, très intéressant. J'aimerais, je vais dire une phrase ou deux sur chaque match, mais aussi, j'aimerais aussi que vous donniez votre pronostic selon vous, votre score en fait. On va aller par score. Donc, on commence par Anthony, par exemple, qui est Canadien comme moi et qui suit de très près l'équipe nationale canadienne. Ouais, pour moi, ça va être un match vraiment intéressant, un match très physique qui va jouer des deux côtés du terrain. Là. Ça, vraiment, là, Haïti va arriver gonflé à boc. On a pu les voir dans cette Gold Cup, une équipe très physique, très rapide, très technique aussi à l'attaque. Donc, j'ai hâte de les affronter. Un Canada aussi avec un milieu vraiment solide. Des attaquants, plein de potentiel. La seule affaire que j'ai peur avec le Canada, et on en avait parlé au dernier podcast, là, c'est les latéraux, que ce soit à gauche ou à droite. À gauche, on n'a pas vraiment de latéraux. J'ose espérer qu'Herdman ne mettra pas Davis à gauche. On a déjà parlé de cette position. À droite, ça va être j'espère voir Brault-Guillard, mais c'est sûr que face à Derek Etienne, là, c'est un bon challenge qui l'attend. Et c'est ça. Pour moi, là, ça risque de finir en 3-1 pour le Canada, mais pas un 3-1 rempli de domination. Là. Le genre de match qui va être 2-1 jusqu'à la 85e, et là, Haïti va un peu plus ouvrir le jeu et le Canada va les faire payer. Je pense que ça va être le même genre de but un peu que face au Mexique. Là. Une belle récupération de David et pourquoi pas Cavallini qui a inscrit le dernier but. Intéressant. Et toi, Antoine, tu penses quoi de ce match-là? Ça va être super intéressant. Franchement, c'est un beau quart de finale. J'ai très hâte de voir la composition déjà du Canada, parce qu'on sait que ça a été un peu compliqué de trouver un 11 vraiment parfait, comme il disait Anthony, sur les ailes notamment. Je verrais bien Haïti quand même se défendre et surtout aller à l'attaque en fait en début de match. On connaît la défense canadienne qui a un peu de mal et qui est un peu le point faible. Et Haïti, comme on disait dans le dernier podcast avec Dimitri, est une équipe qui a du talent sur les ailes. Je verrais bien un score du style 1-1, puis en prolongation, Haïti qui se prend un ou deux buts, parce que le Canada reprend de l'orgueil et peut-être fait rentrer du 109. Et donc voilà, je dirais peut-être avec 3-1, mais 1-1 à la fin du temps réglementaire, et puis le Canada qui écrase Haïti en prolongation. Parfait. Ben, moi, c'est bizarre parce qu'on va donner tous le même score. Je suis plus pour un 3-1 aussi, mais exactement comme Anthony l'a dit, sans vraiment beaucoup de domination. Un 2-1 au talent, puis un troisième juste parce qu'Haïti s'est découvert. Je suis 100% d'accord avec ça. Par contre, comme j'ai dit, j'ai vraiment peur des ailes, en fait, et des latéraux du Canada. Après, j'espère que Marc-Anthony Kaye sera remis pour prendre cette place de défenseur gauche, même si ce n'est pas sa position. Il s'est très bien débrouillé à ce poste-là. Et de l'autre côté, j'espère que Herdman va remarquer qu'il a besoin de quelqu'un de beaucoup plus physique que Marcus Godinho et qui va donner sa chance à Brault-Guillard sur ce match-là. Je suis curieux de voir la bataille au milieu et en défense centrale, en tout cas, comment il va faire parce qu'il y a beaucoup d'options, John Herdman. Si on voit par exemple Hutchinson, est-ce qu'il va être en défense centrale? Est-ce qu'il va être sur le banc? Est-ce qu'il va être au milieu de terrain? Qu'est-ce qui va se passer avec Samuel Piette? Il y a beaucoup de monde qui parle de Samuel Piette comme quoi il ne mérite pas sa place dans le 11. En tout cas, je suis assez curieux de voir ce qui se passe. Je sais que nos amis haïtiens, il y a beaucoup qui pensent que ça va être très simple pour eux de battre le Canada. Je leur dis de faire attention parce que je pense pas que ça va être aussi simple que ça parce que même si le Canada a une défense qui est un peu chancelante, en attaque, c'est très, très fort. C'est très, 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 très fort. Donc, on verra ce que ça va donner, mais je donnerais bien aussi un 3-1, moi aussi, pour le Canada. Donc, on passe au deuxième match de samedi. Donc, ce sera un peu plus tard. Ce sera le Mexique contre le Costa Rica. Très bizarrement, on s'attendait à ce que le Costa Rica gagne le groupe. Finalement, non, ils ont fini deuxième. Donc, ils se retrouvent face au Mexique
qui est bien évidemment le grand favori de ce match-là. Est-ce que, Antoine, on va commencer par Antoine cette fois-ci, est-ce que tu penses que le Mexique n'aura pas de rival dans ce match-là, ou est-ce que tu penses que ça va être plus serré que ce qu'on pense? Je pense que le Mexique va totalement écraser le Costa Rica, parce que Greg le disait chaque semaine, le premier match du Costa Rica a été maîtrisé contre le Nicaragua, mais le Nicaragua était probablement l'une des pires nations avec Cuba dans cette Gold Cup. Et quand tu es Costa Rica, tu peux pas prendre un but face aux Bermudes, et tu peux pas après perdre 2-1 à Haïti, même si le match était assez serré. Et je les vois très très mal jouer le Mexique. Je sens que ça va être une fessée. Je vais dire 4-0, tu vois, parce que je pense que le Mexique va jouer avec ses titulaires, et les titulaires en tout cas du groupe qu'ils ont. Et ils ont montré en phase de groupe que même s'ils avaient même s'ils n'y allaient pas trop fort, ils pouvaient quand même détruire tous leurs adversaires. Et je sens que le Mexique va vraiment y aller à fond et écraser cette équipe du Costa Rica. Parfait. Anthony? Ben moi, j'ai l'impression que ça va être un peu plus serré. Au dernier podcast où on avait parlé du Costa Rica, j'avais prédit une victoire à l'arraché du Costa Rica. Là, je suis un petit peu moins optimiste, mais vraiment, j'ai l'impression que ça va être un meilleur match que... en tout cas, un match plus serré qu'on le pense. Vraiment, le Costa Rica, lorsqu'il est dans l'adversité face à des nations vraiment plus prestigieuses, souvent, là, il nous sort des performances qu'on ne s'attend pas. C'est vraiment dans ce genre de match, dans ce genre d'ambiance-là que le Costa Rica était à son meilleur. Donc, je les mets pas complètement battus. Parfait. Et ton score? Mon score, j'avais dit 3-2 Costa Rica, mais là, je vais dire... je pense que je donnerais le match au Mexique là, après mûre réflexion, un 3-2, mais Mexique. Parfait. Ben, moi, je pense que ça va être à peu près, je suis entre vous deux. Je pense pas que ça va être une victoire écrasante du Mexique, mais je pense pas du tout que Costa Rica peut passer. Par contre, je donnerais 2 buts d'écart. Moi, je dirais un 2-0. Je pense pas que Costa Rica va trouver le fond des filets, même si on s'entend que la défense mexicaine n'est pas très sereine non plus. Donc, je pense que on va se répéter durant cette Gold Cup-là. Il n'y a aucune défense qui a vraiment été impressionnante durant la compétition complète. Donc, bref, moi, je m'attends à un bon 2-0. On verra ce que ça va donner. On passe au suivant. Donc là, ce sera le 3e quart de finale qui va se jouer dimanche. Donc, premier match, je pense, très intéressant entre la Jamaïque et le Panama. Vraiment, c'est un match que je trouve qui va être très, très, très intéressant à voir. Peut-être pas très beau parce que la Jamaïque est très défensive et puis le Panama n'est pas reconnu aussi pour sa force de frappe. Commençons par Anthony cette fois-ci. Tu penses quoi de ce match-là? Qui va s'imposer? Quel est ton score? Contre toute attente, là, moi, je crois que la Jamaïque peut le faire. Elle nous a habitués dans ses dernières Gold Cup que face à un adversaire supérieure à elle. Elle répond présente. Et vraiment, là, lors des anciennes Gold Cup, elle était beaucoup défensive. C'est un peu le même genre de pattern cette année aussi. Donc ouais, je vois la Jamaïque, là, vraiment un pas très beau match, là, mais en même temps, là, je suis pas 100% convaincu par l'attaque du Panama, donc je dirais un 1-0 Jamaïque. Mais vraiment, là, ça va être un match chaudement disputé avec plusieurs occasions qui n'entreront pas dans le filet grâce à Andrew Blake. Parfait. Andrew Blake, le gardien titulaire de la Jamaïque. Et toi, Antoine, tu penses quoi de ce match-là? Je suis assez d'accord avec Anthony en vrai. Étrangement, même si la Jamaïque n'a pas fait une géante Gold Cup jusque-là, je les vois bien passer contre le Panama parce qu'ils ont une force de frappe offensive qui est assez intéressante. Même si contre le Curaçao, par exemple, ils ont eu énormément de mal, mais ils avaient du mal en fait dans la finition. Parce que Kemar Lawrence a distribué passe décisive après passe décisive. Contre le Salvador, il y a un 0-0, mais la Jamaïque mérite 100 fois de gagner, mais ils n'y arrivent pas à cadrer leur frappe. Ils se ratent 5 ou 6 tirs qui sont assez décisifs. Et bon, ils ont gagné le premier match contre le Honduras. Donc, non, franchement, je les vois passer, tout simplement aussi parce que le Panama m'a pas impressionné tant que ça. Le 4-2 était beau, mais c'était aussi un moment où les Bermudes ont craqué un petit peu. Pardon, pas les Bermudes, la Guyana a craqué un petit peu. Et contre les États-Unis hier, même s'il y avait pas mal de remplaçants, ça m'a pas impressionné plus que ça. Donc je vois bien la Jamaïque passer. Je vais dire 2-1 pour la Jamaïque.
au terme d'un match assez serré. Parfait, parfait. Ben, moi, je suis d'accord avec vous, mais moi, je pense pas que ça va être juste serré. Je pense que Jamaïque est juste, je l'ai dit plusieurs fois, très, très, très défensive. Puis c'est dans l'adversité qu'on voit une équipe défensive un peu se sublimer. Donc, je pense que oui, la Jamaïque va s'imposer, un but d'écart, juste très tranquillement. Ça va pas être un match à mettre dans les annales. Mais je pense vraiment que ce sera un 1-0, un 2-1 de la Jamaïque, pas plus que ça. Donc, Ouais, et j'ai vraiment l'impression qu'on va voir le vrai talent à Michael Hector, là, qui est vraiment. On mettait beaucoup de sport en lui là, durant le premier match. On se disait que ça pouvait vraiment apporter un plus à la Jamaïque. Et j'ai vraiment hâte de voir au Panama. J'ai l'impression que ça va être l'un des joueurs les plus importants de cette Jamaïque, là. oui, exactement. On en avait parlé, comme quoi joueur de Chelsea, défenseur central, mais qui joue au milieu de terrain, mais qui est capable de jouer au milieu de terrain, puis il joue au milieu de terrain avec la Jamaïque. En tout cas, c'est intéressant de voir ce qu'il va faire dans un gros match contre le Panama, avec beaucoup d'enjeux. Donc, hâte de voir ce qui va se passer. Puis le dernier match entre les États-Unis et Curaçao, Curaçao, comme vous voulez l'appeler. Je pense que c'est David contre Goliath. Est-ce que tu penses, Antoine, que David peut s'en sortir? En fait, c'est vraiment gênant pour les États-Unis de tirer avec Curaçao, je trouve, parce que ça te met tellement plus de pression. Tu vois, si les États-Unis gagnent seulement 1 ou 2-0, je sens que tout le monde va se moquer d'eux. S'ils perdent, ce serait incroyable. Et en fait, j'aurais carrément préféré pour les États-Unis tirer la Jamaïque ou le Panama, parce que ça va être. Enfin, au moins, il y aurait une excuse en cas de défaite. Même si Curaçao a été très bon jusque-là, ça va être compliqué contre les États-Unis. Ils ont une force de frappe. Les États-Unis ont quand même des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs en MLS et quelques-uns en Europe. Curaçao à côté, ça va être compliqué. Ils ont montré qu'ils pouvaient marquer contre la Jamaïque, par exemple. Même contre la Jamaïque, sur l'ensemble du match, ils se font dominer. Donc, je vois les États-Unis s'imposer, on va dire 3-0. Mais je les vois, tous les matchs des États-Unis jusqu'à là, contre la Guyana, Trinidad ou le Panama hier. À chaque fois, c'est très lent en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps, ça déroule un peu. Donc, je vois bien 1-0 juste avant la première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, gagner un peu de confiance et s'imposer 3-0. Oui, c'est ça, parce que le Curaçao a vraiment fait l'exploit face à la Jamaïque. Mais si on se rappelle, dans le match, là, c'est la Jamaïque qui finissait pas les actions. Il y a beaucoup trop de déchets. Donc, avec les États-Unis qui peut être plus réaliste devant les filets, là, j'ai l'impression là, que quand la machine va ouvrir, là, elle va ouvrir pour vrai, là. Ouais, exactement. Et ton score, Anthony? Moi, je serais pas surpris de voir, comme dit Antoine, un 2-0 maximum à la première mi-temps et que ça parte en score fleuve comme face au Trinidad et Tobago, là. Donc, à peu près 4-0. 4-5-0. OK, parfait. Peut-être 6 s'ils sont bons. Ben, moi, sincèrement, je pense aussi que ce sera un 3-0. Par contre, il faut faire attention à Curaçao, c'est pas non plus que des joueurs inconnus. On a parlé de Cuco Martina qui joue à Feyenoord et puis qui joue à Everton. Il a au-dessus de 40 matchs en Premier League anglaise. C'est pas un petit joueur. Puis on a parlé aussi de Leandro Bacuna qui a joué avec Cardiff City, qui a été titulaire quand il a été acquis en mois de janvier. Donc, c'est deux joueurs vraiment pas inconnus. Après, bon, le reste autour, oui, c'est pas les plus connus. Pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1, ils doivent connaître Charlison Benchop. Mais bon, le reste, c'est assez bof. Par contre, je trouve que, bon, comme on l'a dit, Curaçao, il a complètement, mais vraiment dépassé les objectifs d'une manière extraordinaire. Donc, je pense que tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est sauver la face. Donc, une défaite de 3 buts d'écart, je pense pas que ce serait très grave pour eux. Après, plus que ça, ils veulent pas non plus se foutre la honte. Donc, on verra ça. Moi, je me dis 3-0. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces quarts de finale-là. Je voulais juste rajouter pour le Curaçao que vraiment, qui ont dit du 4 ou du 4-0, du 5-0, c'est vraiment pas pour leur manquer de respect, là. On leur lève notre chapeau pour leur Gold Cup, mais j'ai vraiment l'impression que dans les moments où le Curaçao est dans le dur, les États-Unis, ils risquent d'en marquer quelques-uns. Fait que je voulais juste préciser ça pour dire que le Curaçao avait fait une excellente compétition, mais que vraiment j'ai l'impression que ça risque de peut-être casser.
D'accord, d'accord. J'ai une dernière question pour vous qu'on va faire assez rapidement. Si on voit nos prédictions à nous, parce qu'on est tous d'accord par rapport à presque tout, donc finalement, dans le carré d'as, on aurait le Canada, le Mexique, la Jamaïque et les États-Unis. Est-ce que pour vous, c'est les quatre meilleures nations de la région en 2019? Je suis pas en train de parler de l'histoire, mais je pars en 2019. Est-ce que pour vous, c'est ces quatre nations-là auxquelles vous pensez quand vous me pensez des meilleures nations de la région? Ou est-ce que pour vous, le Panama, le Costa Rica sont encore considérés ou peuvent rivaliser avec ces quatre, ben, rivaliser, je veux dire, peuvent être considérés comme de meilleures nations que certaines de ces quatre-là? Commençons par Antoine, qui est d'habitude le plus critique par rapport à ce genre d'affirmation. Non, on va commencer par lui. En fait, c'est un peu tôt pour le dire, je trouve. En fait, enfin, ça se trouve, tu vois, le Costa Rica va battre le Mexique et Haïti, Canada, tu vois. Tant qu'on n'aura pas fini les quarts de finale, ça va être parce que les quarts de finale sont vraiment un gros match de test, notamment le Haïti-Canada, je pense, ça va être un match serré, plus serré qu'on le pense. Et je sais pas, parce que le Costa Rica a montré peu de choses dans cette phase de groupe, mais plus que la Jamaïque, tu vois. Par contre, c'est des adversaires beaucoup plus compliqués que la Jamaïque. Donc pour moi, le Costa Rica est dans ce top 4. Est-ce qu'il est mieux que le Canada ou pas? Je sais pas. Honnêtement, c'est dommage qu'on n'ait pas ce quart de finale. D'ailleurs, j'aurais bien aimé un Canada-Costa Rica, ça aurait été cool. Donc, je peux pas dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Mexique survole, je trouve, le reste. Mais je sais pas, parce que ouais, vraiment, la Jamaïque a eu un groupe beaucoup plus simple que, tu vois, peut-être que Haïti, même, Canada, le Mexique, Costa Rica. Donc, c'est une bonne question. Mais je pense qu'on pourra le dire qu'à la fin de cette Gold Cup. D'accord. Et toi, tu penses quoi de ça, Anthony? Ah ben moi j'ai l'impression que vraiment si la Jamaïque réussit à s'imposer face au Panama, je serais porté de dire que oui, tu sais, Canada, Mexique, États-Unis, Jamaïque, c'est sûr que j'ai hâte, c'est sûr que le Canada n'a pas eu jusqu'à présent un gros adversaire. Oui, le Mexique, mais finalement le sélectionneur a décidé de faire tourner. Donc c'est sûr que avant de le dire, j'aurais aimé ça voir le Canada affronter le Costa Rica, le Panama, mais vraiment, là, on se rapproche du top 4 de la CONCACAF en voyant Canada, Mexique, Jamaïque, États-Unis, parce que surtout si la Jamaïque bat le Panama, là, ça veut dire que ils ont l'étoffe pour être là, parce que ça se joue pas mal entre ces deux-là pour finir quatrième, ou avec le Costa Rica aussi, là. Mais s'il se fait éliminer, là, ça... Puis en plus, il n'a pas fait une très belle compétition là, en ayant perdu face à Haïti. Donc vraiment, oui, je serais porté à dire oui. Ouais, c'est ça. Moi, je pense, en tout cas, comme dit Anthony, que on se rapproche. On se rapproche je parle pas on pour en vue Canada, mais je pense qu'en voyant ces quatre équipes-là, par rapport aux effectifs mis en place, je pense qu'on est plus dans le top 4 qu'autre chose. Après, on verra. Comme l'a dit Antoine, il faut pas s'avancer non plus. Il faut voir la fin de cette compétition. Il faut voir un peu sur la durée. La Nations League va pouvoir aussi un peu plus nous éclaircir par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que je pense pas que ces quatre nations-là auraient triché ou ça aurait été un scandale de les voir en demi-finale de la Gold Cup. Donc, ce qui est quand même assez intéressant Non, mais par contre, si je peux dire, ouais, je trouve par exemple que la Jamaïque a énormément de chance avec son groupe. Parce que, tu vois, si demain il y a un Jamaïque-Martinique, est-ce que la Jamaïque gagne à tous les coups? Non, parce que comme je l'ai dit, le problème avec la Jamaïque, c'est que la Jamaïque va être beaucoup plus forte contre des équipes très fortes parce que elle joue trop défensif. Elle a du mal à développer un jeu offensif. Donc, quand elle se retrouve contre des équipes plus faibles, elles ont beaucoup de mal. Et on l'a vu dans les matchs qu'elle a joués avec des équipes faibles. Par contre, quand tu la mets contre le Mexique ou le Costa Rica ou les États-Unis, c'est là où la Jamaïque, selon moi, fait mal parce que son système de jeu défensif avec Whitmore, l'entraîneur de la Jamaïque, c'est fait pour battre des équipes qui vont avoir la possession du ballon. En tout cas, ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Ouais, en tout cas, je sais pas. En tout cas, c'est dans le top 4 qu'on a cap parce qu'ils ont perdu contre le Costa Rica en préparation. Bon, ils ont gagné contre les États-Unis, mais c'est une équipe des États-Unis complètement remaniée. Et puis, ils sont en Ligue B de la CONCACAF Nations League. Ouais, ils ont perdu contre le Salvador, la Jamaïque. Donc, je suis pas si impressionné que ça par la Jamaïque, même si je pense qu'ils vont passer contre le Panama. C'est juste que pour moi, une équipe comme le Costa Rica, Haïti et même certaines équipes qui ont prouvé des bonnes choses, je pense à Martinique ou
J'ai plus d'autres exemples en fait, mais ouais, d'autres équipes ont pour moi fait une meilleure Gold Cup que la Jamaïque, mais avec des adversaires plus compliqués. Ouais, mais c'est ça revient un peu à ce qu'elle disait là, que vraiment la Jamaïque a du mal face aux équipes plus faibles qu'elle. Et on l'a vu dans la Nations League, on l'a vu dans cette Gold Cup. Mais tu sais, il faut pas oublier que la Jamaïque l'a aussi emporté face au Honduras qui aime jouer. Donc, et c'est pas pour rien qu'ils les ont battus. Donc vraiment, là, je serais porté à dire que face aux gros, c'est possiblement top 4 et face aux faibles, c'est top 50. Voilà, je suis complètement d'accord avec Anthony, moi aussi. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer dans ces quarts de finale. On a vraiment hâte à ça. Donc, comme on vous l'a déjà dit, durant cette compétition, on fait un podcast quotidien. Mais vu là qu'on vient de présenter les quarts de finale, il y aura plus de podcast de la Gold Cup avant dimanche, où on pourra revenir sur les matchs joués donc samedi, avec j'espère bien une victoire du Canada pour que je me foute pas la honte et que Anthony aussi ne se foute pas la honte. Bref, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous écouter à chaque jour. On a beaucoup de personnes qui nous en parlent, beaucoup de personnes qui nous écoutent. Puis on adore ça et on est très fiers de voir que ça a autant de succès que ça. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est toujours là pour répondre à vos questions dans les podcasts si vous voulez. Et puis c'est ça. Merci encore une fois. Puis j'espère que vous aimez la Gold Cup autant que nous. Merci à mes joyeux rédacteurs en chef, Anthony et Antoine. Merci encore d'avoir été disponibles. C'est ça. Continuez à suivre Culture Soccer, à commenter, à parler de nous. Et c'est ça, on se reparle alors dimanche après les deux résultats de ces deux premiers quarts de finale.